quatrième séance s'intitule Accouchement normal. Comme objectif général, le participant doit être capable de mener un accouchement normal. Pour atteindre ces objectifs, nous allons définir le travail normal, connaître les différentes étapes de l'accouchement normal, maîtriser les gestes de la délivrance, énumérer les bonnes pratiques et les pratiques néfastes. Comme plan, nous allons voir les généralités. Dans les généralités, nous allons voir la définition, les objectifs des soins pendant le travail et l'accouchement, les conditions nécessaires pour un accouchement normal et faire un clin d'œil sur ce qui c'est qu'un prestataire qualifié. Les différentes phases de l'accouchement normal en 2 et en 3, l'examen des lésions et en 4, les bonnes pratiques et les pratiques néfastes. Alors, dans les généralités, l'accouchement normal est l'expulsion. L'accouchement est l'expulsion du fœtus et de ses annexes suite à un ensemble de phénomènes appelés travail qui fait intervenir une force motrice, la contraction utérine, immobile, le fœtus et 3 obstacles à franchir, le col utérin, le bassin et le périnée. Quels sont les objectifs des soins pendant le travail et l'accouchement? Le premier objectif est de protéger la vie de la mère et du nouveau-né. Le deuxième objectif est de soutenir le travail, de dépister et traiter les complications dans les meilleurs délais. Le troisième objectif, c'est de soutenir et répondre aux besoins de la femme, de son partenaire et de la famille pendant le travail et l'accouchement. Donc, quelles sont les conditions nécessaires pour un accouchement normal? Il faut que le bassin soit normal, c'est-à-dire ni rétréci, ni déformé. Il faut une hauteur utérine normale, inférieure ou égale à 34 cm et une présentation céphalique. Qu'est-ce que c'est qu'un prestataire qualifié? C'est un praticien ayant les connaissances, les compétences nécessaires pour prendre en charge le travail, l'accouchement et le postpartum, reconnaître les complications, diagnostiquer, traiter ou orienter la femme ou le nouveau-né vers un niveau plus élevé de soins et enfin réaliser toutes les interventions obstétricales de base. Alors, nous allons voir en 2 les différentes phases de l'accouchement normal. Les différentes phases sont l'engagement, la descente et la rotation, l'expulsion, le dégagement et la délivrance. L'engagement, c'est le franchissement du détroit supérieur que nous allons montrer avec les schémas par le plus grand diamètre de la présentation. La présentation céphalique, il s'agit de plans passant par les 2 bosses pariétales, c'est-à-dire le diamètre bipariétal. Alors, on va faire un clin d'œil sur le bassin obstétrical. Alors, je vous montre le bassin obstétrical qui est constitué du détroit supérieur, de l'excavation et du détroit inférieur. Alors, en ce qui concerne le détroit supérieur, il faut faire attention au diamètre oblique, au diamètre oblique, qui font environ 12 cm. Alors, vous voyez, au niveau de la tête de l'enfant, voilà les différents diamètres. En plus du diamètre bipariétal dont je parlais, il y a les autres diamètres que vous voyez sur le schéma. Voilà le bassin obstétrical et les différents diamètres de ce bassin. Alors, voilà comment se présente l'enfant, c'est-à-dire la présentation au niveau du détroit supérieur. Le diamètre bipariétal prend le diamètre oblique, l'un des diamètres obliques, et les autres diamètres que vous voyez sur le schéma ici vont occuper l'autre diamètre oblique. Alors, si la tête est bien fléchie, c'est ce qu'on appelle la présentation du sommet, et le repère c'est le situs, et le diamètre, l'autre diamètre qui va prendre ce diamètre oblique, ce diamètre-là, c'est le diamètre sous-occipitaux pragmatique qui mesure environ 9,5 cm,
qui s'accommode bien avec le diamètre oblique qui mesure 12 cm. Alors, vous voyez bien avec les autres les autres présentations, lorsque la tête commence à se défléchir un peu, on parle de la présentation du bregma, et le diamètre qui se présente sur ce diamètre oblique en ce qui concerne la présentation du bregma, c'est le diamètre occipito frontal qui mesure 12 cm. Et la présentation de la face, vous allez voir ce diamètre ici, c'est ce diamètre, présentation de la face, c'est le diamètre sous manteau bregmatique qui mesure 9,5 cm qui va se présenter. Donc ça s'accorde bien avec le bassin. Et pour la présentation du front, c'est ce diamètre-là, Sincipito sous mentonnier qui mesure environ, Sincipito mentonnier qui mesure environ 13,5 cm. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il y a présentation du front, l'accouchement ne peut pas se faire par voie basse. Comment rechercher l'engagement par la palpation? Alors, l'examinateur va positionner ses doigts, ses doigts entre le moyon supérieur de l'épaule antérieure du fœtus et le pubis ici. Donc, ici, lorsque la présentation est au niveau 5, toute la tête est palpée au-dessus de la symphyse pubienne. Au niveau 4, il y a les 5 doigts qui sont présentés entre le moyon supérieur de l'épaule antérieure et le pubis. Et lorsque on dit qu'il y a engagement, lorsque le moyen de l'épaule est à moins, lorsque le moyen de l'épaule est à moins de 3 travers du doigt de la symphyse pubienne, et c'est le signe de Farabeuf. Alors, comment rechercher l'engagement au toucher vaginal? Alors, c'est le signe du Farabeuf. Il y a une incapacité de passer les 2 doigts vaginaux entre la présentation et la concavité sacrée. C'est le signe du Farabeuf, comme vous le voyez ici. Ici, la présentation n'est pas engagée. L'opérateur arrive à introduire ses 2 doigts entre la présentation et la concavité sacrée. Ici, il est impossible de le faire. Alors, l'autre phase de comment ça s'appelle, l'autre phase, c'est la descente et la rotation. Et ça se fait dans le détroit moyen. Et c'est le même schéma que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Il y a le niveau 5, le niveau 4, le niveau 3, le niveau 2, le niveau 1. Alors, l'estimation de la descente avec le toucher vaginal, oui, lorsque on a la présentation lorsque le sommet a atteint le niveau des épines sciatiques, les épines sciatiques se touchent au niveau du détroit moyen. Donc, c'est lorsque le sommet a atteint les épines sciatiques. La tête est dite engagée. Alors, nous allons voir l'expulsion et la procédure de l'expulsion. Suivez bien avec le schéma. Avec l'index de la main gauche, l'accoucheur accentue la flexion de la tête pour qu'elle se fixe sur la symphyse pubienne. Ensuite, la main gauche maintient la flexion de la tête, le pouce soutenant le périnée, refoule à travers lui le front. La main droite a saisi le menton à travers le périnée et fait remonter la tête. La main gauche exerce une contre-pression de façon à contrôler l'expulsion. La grande circonférence céphalique franchit l'anneau pulvaire. C'est avec la main droite qui tient le menton que l'on fait sortir la tête. La main gauche tient l'occiput pour éviter une expulsion brutale et la déchirure du périnée. À ce moment-là, la femme ne doit pas pousser dans cette phase. Comment se fait le dégagement? Alors, le dégagement de la tête
Les doigts de la main droite au travers du périnée accrochent le front, la face, le menton, défléchissent la tête, tandis que la main gauche retient une flexion trop rapide et régulière du mouvement. Alors, le dégagement de l'épaule et du bras antérieur, pour le faire, pour dégager cette épaule antérieure, la tête est saisie à deux mains sous le menton et le suppuce et abaissée fortement dans le sens de la flèche que vous voyez sur le plan du lit. Ça, c'est une vue de profil de ce qui a été dit. La tête est abaissée vers le plan du lit pour fixer l'épaule antérieure sous la symphyse pubienne. Alors, l'épaule antérieure étant abaissée à la vulve, le bras est extrait et est extrait. Dégagement de l'épaule et du bras postérieur. Le bras antérieur étant dégagé, la tête toujours saisie à deux mains est ramenée vers le haut. On surveille le périnée pour éviter une déchirure du fait du dégagement trop brutal de l'épaule postérieure. Poser le nouveau-né après l'accouchement, il faut poser le nouveau-né sur l'abdomen de la mère après l'avoir préparé à recevoir l'enfant. Comment se fait la délivrance? La délivrance est un ensemble de phénomènes aboutissant à la sortie du placenta et de ses annexes. Après l'accouchement, le cordon pend hors de la vulve, le placenta n'est pas décollé. Si le cordon pend hors de la vulve, le placenta n'est pas décollé, comme vous le voyez. Alors, comment se fait la gestion active de la troisième phase du travail? Le but, c'est de prévenir une hémorragie du postpartum. Et cela consiste à administrer de l'ocytocine à la patiente immédiatement après l'accouchement, d'exercer une traction contrôlée du cordon et de masser l'utérus. Alors, comment se fait l'administration de l'ocytocine? Dans la minute qui suit l'accouchement, l'accoucheur doit palper l'abdomen de la mère pour écarter l'éventualité d'autres bébés et administrer 10 unités d'ocytocine en intramusculaire. On recommande d'utiliser de l'ocytocine parce qu'elle fait effet en 3 minutes après l'injection et que ses effets secondaires sont minimes et qu'on peut en donner à toutes les femmes. S'il n'y a pas d'ocytocine, on peut injecter 0,2 mg d'ergométrie, de méthergien en miel ou utiliser des prostaglandines. Ici, en Côte d'Ivoire, les prostaglandines, l'ergométrie est contre-indiquée sur les préparations. Alors, en ce qui concerne la traction contrôlée du cordon, il faut clamper le cordon à proximité du périnée en utilisant une pince porte-tampon, maintenir le cordon et la pince dans la main, placer l'autre main juste au-dessus du pubis de la patiente et stabiliser l'utérus en exerçant une légère pression vers le haut pendant que la main qui tient la pince, on exerce une traction mesurée sur le cordon. La contre-traction ainsi exercée refoule le fond utérin et contribue à éviter une inversion de l'utérus. Ensuite, maintenir une légère tension sur le cordon et attendre une forte contraction utérine. Donc, après l'injection de syntocinon, il faut attendre environ 2 à 3 minutes avant de commencer la traction. Lorsque l'utérus s'arrondit ou le cordon s'allonge, tirez très doucement sur le cordon en direction du bas, pour extraire le placenta. Ne pas attendre que le sang gicle pour exercer une traction sur le cordon. De l'autre main, maintenir la pression vers le haut. Voilà ainsi présenté le schéma qui élucide ce que je venais de dire tout à l'heure pour la gestion active de la troisième phase du travail. Alors, si le placenta ne descend pas dans les 30 à 40 secondes qui suivent la traction mesurée du cordon, c'est-à-dire s'il n'y a pas de signe de décollement du placenta, cessez de tirer sur le cordon, tenir délicatement le cordon et attendre que l'utérus soit
à nouveau bien rétracté. Si nécessaire, déplacer la pince pour clamper le cordon plus près du périnée à mesure qu'il s'allonge. À la contraction suivante, renouveler la traction contrôlée du cordon en maintenant la pression vers le haut par la main suspiciée. Ne jamais exercer une traction sur le cordon sans exercer simultanément avec l'autre main une contre-traction poussée vers le haut au-dessus de l'os pied. Pendant l'expulsion du placenta, les membranes peuvent se déchirer. Prendre le placenta avec les deux mains et le faire tourner délicatement jusqu'à ce que les membranes soient enroulées sur elles-mêmes. Tirer lentement pour parachever la délivrance. Si les membranes se déchirent, examinez avec délicatesse la partie supérieure du vagin et du col avec des gants désinfectés et utiliser une pince morte, porte-tampon, pour retirer tous les débris des membranes. Examinez soigneusement le placenta pour être sûr qu'il est complet. S'il manque une partie de la surface maternelle ou si les membranes qui contiennent les vaisseaux sont déchirés, envisagez la possibilité d'une rétention placentaire partielle. Dans ce cas, faites une révision utérine et une injection de cytocine. En cas d'inversion utérine, l'utérus retourné en doigt de doigt, en doigt d'écran, pardon, repositionner l'utérus. Si le cordon est arraché, il faut procéder à une délivrance artificielle suivie d'injection de cytocine. Attention, pas de traction intempestive du cordon, car risque d'arrachement du cordon et d'hémorragie de la délivrance. Nous allons voir le massage utérin. Il faut masser immédiatement le fond utérin à travers la paroi abdominale jusqu'à ce que l'utérus se contracte. Il faut renouveler le massage utérin toutes les 15 minutes pendant les deux premières heures. Faire participer la patiente au massage de l'utérus. S'assurer que l'utérus ne se relâche pas. Si l'utérus est quand on interrompt le massage. Alors, en troisième position, il faut examiner les lésions. Donc, il faut examiner soigneusement la patiente et procéder, le cas échéant, à la réfection des déchirures cervicales ou vaginales ou des épisodes. De manière routinière, il faut examiner le placenta et les membranes. Il faut savoir que 22% des décès maternels sont imputables à une rétention placentaire. Examiner il faut un examen régulier du vagin et du périnée pour détecter également les. Nous allons faire un clin d'œil sur quelques pratiques à encourager. La première pratique, c'est accueillir et communiquer de façon permanente avec la patiente, avec la parturiente, le partenaire et la famille afin de réduire leur anxiété. Mettre sous surveillance toute parturiente en phase de latence. Démarrer le pathogramme dès le début de la phase active. Donner une boisson à la demande, l'eau, boisson sucrée, s'il n'existe pas de contre-indication. Si, par exemple, il existe une indication de césarienne, il faut surseoir à ces boissons. Faire la toilette du nouveau-né à l'eau tiède ou une solution antiseptique non iodée et non alcoolisée. Mettre le nouveau-né à l'allaitement exclusif à l'heure qui suit l'accouchement. En ce qui concerne les pratiques à éviter, les pratiques néfastes, il faut éviter de faire le pathogramme après l'accouchement, éviter l'injection d'ocytocine et de vriller le col pendant la phase de latence. Il faut éviter l'injection d'un cocktail à base d'ocytocine au cours du travail, éviter les efforts expulsifs de la parturiente alors qu'elle n'est pas à dilatation complète. Et puis également, il faut éviter l'expression utérine. Je vous remercie.